L'homme. Le journal vous est présenté par Pierre Gandus. Freddy Ethan, bonsoir. Bonsoir Pierre Gandus. Freddy Ethan, vous êtes ancien diplomate israélien. Votre dernier ouvrage, Adama, est paru aux éditions Ballant, Israël d'hier et d'aujourd'hui. Freddy Ethan, vous suivez, tout comme nous, l'actualité la plus immédiate. On parle beaucoup en ce moment d'une intervention militaire israélienne à Rafah. L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est exprimé lors d'une interview à CNN. Benjamin Netanyahou l'a fait aujourd'hui concernant Rafah. Et les Américains qui disent qu'ils sont d'accord pour une intervention à Rafah, une intervention militaire israélienne, mais à certaines conditions, à savoir des opérations ciblées, très précises, et pas d'intervention d'envergure. En effet, je crois que Benjamin Netanyahu a bien entendu, si vous voulez, les recommandations ou même les pressions américaines, et il respecte évidemment la position américaine. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y a un autre scandale vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des pressions, c'est que Jack Schumer, le personnage le plus influent donc du Parti démocrate au Sénat et au Congrès, et qui est un ami d'Israël et juif, depuis toujours a soutenu Israël, a critiqué sévèrement Netanyahou concernant Gaza et concernant Rafah et concernant la coalition actuelle avec Ben Gvir et Smotrich. Donc il y a là une situation qui est en tenaille. D'une part, il y a le Congrès américain qui est contre Netanyahou pour la première fois. Je vous rappelle que Netanyahou a été soutenu plusieurs fois par le Congrès dans le cadre de sa campagne contre l'Iran. Et donc aujourd'hui, il se trouve en situation très difficile. D'autre part, il y a au sein de l'armée des divergences. On ne sait pas si on continue donc jusqu'à Rafah, est-ce que ça sera utile après concernant les relations qu'on pourrait avoir avec les États-Unis ou avec l'Égypte et d'autres partenaires. Et dans ce contexte-là général, il y a le Ramadan et à l'instant donc la fin du jeûne et les prières sur le mont du Temple, donc sur l'esplanade des mosquées. Et là, il y a une tension terrible. Donc tous ces fronts-là donnent l'impression que la bataille contre Rafah ne sera pas demain. Donc ça prendra du temps. Et là, on sait aussi sur le plan militaire que Tzahal a éliminé plus de 15 donc, bataillons. Il reste 4 bataillons dans la région de Rafah. Mais le problème, c'est que 25% donc, des effectifs de Tzahal se trouvent aujourd'hui et une grande partie a été renforcée, donc a été partie donc, vers le nord. Donc il y a seulement quelques bataillons seulement dans la bande de Gaza qui concernent le contrôle de Gaza. Et le problème est aussi à Khan Younes. Et on sait qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ont été éliminées, c'est-à-dire des dirigeants du Hamas, des petits chefs même, sont remplacés et ils se trouvent aujourd'hui et ils circulent dans les tunnels et aussi au nord de Gaza. Donc Tzahal se trouve dans une situation qui ne peut pas contrôler toute la bande de Gaza à la fois et faire aussi une offensive à Rafah. Alors, vous avez dit plusieurs choses, Freddy Ethan. On va essayer de reprendre quelques points. Tout d'abord, sur l'intervention du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui appelle à des élections anticipées en Israël. Alors, le Likoud a fait une déclaration ce soir, Israël n'est pas une république bananière. Mais pour rappel, on se souvient que Benjamin Netanyahou s'était exprimé, lui, devant le Congrès des États-Unis pour critiquer l'administration, c'était à l'époque de Barack Obama, et pour soutenir le camp républicain, ce qui n'avait pas plu du tout
aux Américains, parce que c'était une ingérence israélienne dans la politique intérieure américaine. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le retour du bâton pour Benjamin Netanyahou. D'autre part, concernant l'armée israélienne et la bande de Gaza, vous avez vu aussi cette très belle déclaration du général de brigade Dan Goldfuss, qui, dans des remarques rares et sévères adressées aux dirigeants politiques d'Israël, a déclaré que l'armée ne fuira pas ses responsabilités et il demande aux politiques de faire exactement la même chose. Oui, écoutez, le général de brigade, de la brigade 98, très exactement, Dan Goldfuss est vraiment un baroudeur, un véritable baroudeur, et qui rappelle d'ailleurs l'enfant terrible de Tzahal qu'était à l'époque Ariel Sharon, puisqu'il n'était pas indiscipliné, il ne recevait pas des ordres de l'état-major, il était indépendant. Goldfuss, c'est la même chose, mais il ne faut pas l'oublier. Il aurait pu le dire, tout ce que vous venez de présenter, ces critiques et tout ça, dans le cadre fermé donc de l'état-major vis-à-vis des généraux et vis-à-vis du chef d'état-major Herzli. Donc il y a là une situation où quelqu'un qui veut critiquer ce qu'on appelle le gouvernement ou les dirigeants donc d'Israël, il ne fait pas avec un uniforme. Donc il doit être à la fois, il y a eu des généraux, et il y en a plusieurs, avec dès qu'ils ont quitté l'uniforme, eh ben ils peuvent critiquer de ça va de soi. Et donc dans cette situation-là, je crois que les propos de Dan Goldfuss sont courageux, audacieux, mais il ne devrait pas les dire devant la presse. Ça, c'est clair. Alors, justement, Dan Goldfuss fait référence à l'aspect politique en Israël. Et on voit que l'unité qui a prévalu juste après le 7 octobre est en train, doucement mais sûrement, de s'effriter. On a vu par exemple que Gideon Sa'ar, qui faisait partie d'une coalition avec Benny Gantz, a lui décidé d'arrêter cet accord avec Benny Gantz, et il demande un siège au cabinet de guerre car, dit-il, ma voix n'est pas entendue par Benny Gantz et j'ai des choses à dire. Et puis on voit aussi que toujours d'un point de vue politique, on a vu l'armée israélienne, le Shin Bet, les services de renseignement, l'Aman, les services militaires du renseignement, commencer à lancer des enquêtes pour savoir toujours ce qui s'est passé le 7 octobre et assumer la responsabilité qui est la leur. Ça ne se passe pas du tout à l'échelon politique. Ni Benjamin Netanyahou, ni son gouvernement n'ont commencé l'once d'une autocritique. Écoutez, d'abord, pour Gideon Sa'ar, il faut dire que Gideon Sa'ar est un opportuniste. Il est passé d'un parti à un autre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il a rejoint Gantz il y a 2 ans parce qu'il savait que tous les sondages ne lui donneraient pas au moins un siège à la Knesset. Et donc, les sondages même d'hier, publiés par les 3 chaînes de télévision, donnent à Sa'ar 4 à 5 sièges à la Knesset. Donc, il ne fait pas le poids concernant une nouvelle coalition. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il renforce donc Benjamin Netanyahou et le gouvernement de droite, et non pas dire qu'il critique le gouvernement Netanyahou. Il fait l'opposé, car il va reporter une fois encore les élections anticipées, puisqu'il va donner le feu vert à Netanyahou de poursuivre donc dans le cadre de sa coalition, et donc il ne va pas donner un support à Gantz, il donnera à Netanyahou. Et donc ça va jouer en boomerang. Donc c'était pour moi une question tactique qui ne marchera pas. Et dans ce contexte-là, je crois que Gantz va renforcer donc ses rangs.
dans les sondages, on lui donne 30 à 34 sièges à la Knesset, mais il faut dire aussi qu'il y a deux autres acteurs qui pourront éventuellement entrer dans cette campagne électorale. C'est l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, qu'on lui, peut-être, il aura une dizaine même de sièges, et aussi Naftali Bennett, qui pourrait avoir même une quinzaine de sièges. Alors c'est très éparpillé, et s'il n'y a pas deux camps ou deux grands partis, deux blocs, un de gauche et un de droite, eh bien on aura les mêmes problèmes, parce que le mal israélien, c'est dans le système électoral. Il y a des petits partis capricieux, exigeants, comme on le voit aussi au sein des Haredim, au sein des partis ultra-orthodoxes. Donc ça ne va pas marcher. Et je crois que la dernière démarche donc de quitter donc Gantz, ça a été une grave erreur, puisque en renforçant Gantz, on pourrait, celui qui ne soutient pas Netanyahou, on pourrait précipiter la campagne électorale et déclarer donc des élections anticipées dans les mois à venir. Ouais. Vous parliez des ultra-orthodoxes, vous avez écouté la déclaration du grand rabbin Yitzhak Yosef, grand rabbin séfarade d'Israël, qui menace le gouvernement israélien, si jamais il décide l'enrôlement des ultra-orthodoxes, eh bien, que tous les ultra-orthodoxes eh bien, quitteront l'État d'Israël. Est-ce que vous avez entendu Nasrallah sur ce sujet? Non, je ne l'ai pas entendu. Nasrallah a écouté évidemment cette petite phrase qui devient tristement célèbre, mais qui a été, je crois, pour certains Israéliens, hélas, un peu déplacée et incompréhensible, car la majorité des Israéliens pensent que les Haredim doivent effectivement se mobiliser sous les drapeaux, surtout en état de guerre. Et bien Nasrallah disait, c'est la meilleure, c'est une déclaration extraordinaire, c'est une victoire pour nous, puisque même les Haredim veulent quitter le pays. Donc pour vous dire que on écoute dans notre petit, dans la jungle du Proche-Orient, on écoute chaque phrase, on écoute chaque discours, y compris des rabbins. Donc il faut faire très attention, surtout quand un rabbin a une certaine responsabilité à la fois morale, religieuse, mais aussi politique, puisque les rabbins font partie donc de cette coalition de droite, et donc il faut faire très attention prochainement donc de ne pas dire des choses qui pourront être après avoir des conséquences et des retombées même néfastes au sein de l'armée et aggraver les disparités, aggraver le fossé entre religieux et laïcs. Justement, à ce sujet-là, Nasrallah, vous l'évoquiez à l'instant, le spectre d'une intervention militaire au Liban, au Sud-Liban, selon vous, s'éloigne ou se précise? Écoutez, on parle que d'ici juin, il y aura une attaque surprise israélienne, une attaque préventive. On sait, et ce soir on peut avoir des informations là-dessus, que même des F-35, c'est-à-dire des avions furtifs, comme vous le savez, nous avons reçu récemment des États-Unis, ont participé pour la première fois à des raids ponctuels, même à Baalbek, qui est le bastion, si vous voulez, des chiites, le bastion donc de Nasrallah. Il y a chaque jour des dizaines d'attaques, des frappes israéliennes, de l'aviation israélienne, sur des cibles précis, sur l'arsenal militaire, sur l'acheminement donc des armes venues via Damas, Iran et par terre, dans le cadre donc de l'acheminement des armes pour le Hezbollah, et aussi par la mer, par des navires israéliens, des bombardements contre des cibles et contre surtout des chefs du Hamas. Comme vous le savez, une brigade du Hamas se trouve éparpillée, surtout à Tyr, donc au Liban.
Et donc, le combat continue, mais le problème, c'est qu'il y a une part, il y a les déplacés qui ne peuvent plus retourner chez eux, il n'y a pas une sécurité, et le gouvernement n'ose pas aujourd'hui demander le retour, donc tant qu'il n'y aura pas une sécurité absolue. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique, hélas, n'est plus le gendarme du monde. Je dirais que l'Amérique ne joue plus un rôle d'influence dans notre région. Et là, c'est là le problème. Biden n'est plus crédible. Il n'a plus cette influence vis-à-vis le Qatar, par exemple. Il peut effectivement imposer à ces 200 000 Qataris qui se trouvent dans ce petit minuscule îlot, donc face à l'Iran, pour des raisons probablement aussi stratégiques, mais on peut imposer au Qatar de faire pression sur le Hamas de libérer tous les otages. On peut faire pression sur l'Égypte. Malheureusement, les Américains se préoccupent de changer de pouvoir, donc de changer donc le gouvernement et demandent le départ de Netanyahou d'une part, mais aussi il essaye par tous les moyens de focaliser la situation sur une aide humanitaire. Ce n'est pas seulement une aide humanitaire. Il est clair que la situation, même si on règle le problème à Gaza, il y a toujours cette menace du Liban et Nasrallah ne va pas se taire. Pour lui, c'est déjà une grande victoire des chiites. Même, je dirais même, c'est le combat, même au sein du Ramadan, et comme vous le savez, depuis la nuit des temps, depuis Mohammed, pendant le Ramadan, on combattait. Donc, et ce n'est pas surprenant que les chiites d'une part et les sunnites d'autre part continuent à combattre contre Israël, contre les juifs, concernant donc pour essayer par tous les moyens de faire chasser les juifs partout, y compris évidemment en Israël. Freddy Eitan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien et que votre dernier ouvrage, Adama, est paru aux éditions Ballant. Bonsoir. Bonsoir. On va marquer une pause et on retrouve dans un instant Bernard Abouaf avec ses deux invités, le Rav Mordechai Bitton et le Rav Abergel. Vous êtes sur Radio Shalom. Le département de promotion de l'ALIA de l'OSM vous convie à une conférence exceptionnelle de Michael Greenspan, réalisateur de films, reportages et documentaires. Peut-on présenter une image équilibrée sans biais ni caricature ? Michael Greenspan répondra en partageant son expérience, agrémentée d'extraits de ses œuvres cinématographiques. Du dimanche 17 au mercredi 20 mars 2024, Paris, Marseille, Villeurbanne et Nantes. Inscription sur la page Facebook de l'Organisation sioniste mondiale ou sur la page Facebook de Radio Shalom. Monsieur, 2 cafés s'il vous plaît. Oh là là, Sarah t'en fait une tête. J'aimerais inscrire mes enfants à l'école juive, mais c'est mission impossible. Sarah, le choix d'une école, c'est fondamental. Fais confiance à des spécialistes. Contacte l'association Choisir l'école juive. Ils ont aidé plus de 4000 enfants à entrer à l'école juive. L'association te proposera un accompagnement personnalisé de la maternelle au lycée. Même un soutien financier si nécessaire. Ah, magnifique. Et pour les joindre ? Tu les demandes en amis sur Facebook ou tu les appelles au 07 69 43 49 25. Avec Choisir l'école juive, tout devient possible.